Je ne sais comment qualifier les images captées samedi soir lors de la fête de la musique dans les rues de Paris. Je ne sais pas si je dois parler de barbarie, d'ensauvagement ou pourquoi pas de décadence. Comme si des dizaines d'années de civilisation étaient oubliées ces derniers temps au profit de casseurs invertébrés un samedi il y a 2 semaines ou de bacchanales collectives un autre jour qui emportent la douce France, notre cher pays de notre enfance, dans un tourbillon de violence, de vulgarité. Et oui, disons le mot, de décadence. On voit des hordes de jeunes gens avinés, débraillés, déchaînés, hurlant, frappant, cassant. Il y a cette vidéo qui montre un homme qui tabasse une femme qui est à terre. Et le plus sidérant, comme après le match du PSG, est le silence, l'omerta de médias traditionnels. Pas un mot sur France Inter dimanche matin, pas un mot sur France Télévisions hier dans le journal de 13h. Il se dessine une information à double vitesse. D'un côté, une réalité qui est montrée sur les réseaux sociaux et évidemment sur cette antenne. Et de l'autre, le monde de oui-oui, dans lequel on s'extasie parce que la vasque olympique brûle de nouveau dans le ciel de Paris. On me dira que l'actualité était ailleurs ce week-end. Merci effectivement Trump, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bernard-Henri Lévy, qu'un intellectuel engagé historiquement dans la lutte contre Donald Trump écrive « Merci Président Trump » illustre la stratégie gagnante du président américain. Merci Trump, c'est sans doute ce que pensent les 180 000 franco-israéliens qui vivent en Israël. Merci Trump, c'est ce que j'ai envie de dire, comme beaucoup d'Occidentaux qui voient dans le régime des mollahs une menace pour le monde. Merci Trump. Ce n'est pas exactement la position d'Emmanuel Macron. Le président français pense qu'en toute chose, la parole est magique. Il ne voyait pas d'autre solution que la négociation. La parole est inutile quand un conflit devient inextricable et qu'il grandit entre plusieurs puissances. Merci Trump. Cela ne signifie pas négliger le jour d'après et les conséquences. La guerre n'est jamais satisfaisante. Mais hélas, elle est parfois la moins mauvaise solution, pour ne pas dire la meilleure. C'est rare de parler de 2 sujets lorsqu'on ouvre cette émission, mais c'est vrai que je trouvais que ces 2 sujets étaient les plus importants évidemment du week-end et je n'arrivais pas à les départager. Je pense que ce qui s'est passé à Paris est sans doute plus concernant, paradoxalement, pour les gens qui voient ce qui se passe dans ce pays. Et puis en même temps, évidemment, le monde tremble et c'est sans doute plus important, quoi, c'est plus important. On est évidemment avec Vincent Hervouet. On va peut-être commencer par la prise de parole de Donald Trump sur son réseau social, Truth Social. Et qu'a-t-il dit Donald Trump? Si vous me le mettez en anglais, il n'est pas politiquement correct d'utiliser le terme changement de régime, mais si l'actuel régime iranien est incapable de rendre à l'Iran sa grandeur, pourquoi n'y aurait-il pas de changement de régime? Des dégâts monumentaux ont été infligés à tous les sites nucléaires en Iran, comme on le voit sur ces images satellites, destruction totale et la formule pertinente. Les plus gros dégâts sont bien en dessous du sol et on en parlera avec le général Clermont parce qu'on a des questions très précises pour savoir comment ça se passe. Je vais vous faire tout de suite écouter ce qu'a dit Reza Pahlavi parce que l'Iran, c'est pas l'Afghanistan, l'Iran, c'est pas l'Irak, l'Iran, c'est pas la Libye, l'Iran, c'est 4000 ans d'histoire. Donc quand on change de régime, l'Iran peut retrouver une forme de stabilité qui n'avait peut-être pas eu lieu dans d'autres pays dans lesquels il y a eu des interventions. C'est assez important de le dire parce qu'il y a un consensus là-dessus, en tout cas c'est ce que j'ai entendu ces derniers jours, de dire attention, vous avez une civilisation qui a existé avant Khomeini et cette civilisation, elle demande peut-être qu'à revenir. Écoutez ce que dit Reza Pahlavi qui, comme vous le savez, est le fils du Shah. N'ayez pas peur du lendemain de la chute de la République islamique. L'Iran ne sombrera ni dans la guerre civile, ni dans l'instabilité. Nous avons un plan pour l'avenir de l'Iran. Ce pays possède de nombreuses ressources naturelles, des talents brillants et un peuple éclairé. Grâce à l'unité, la solidarité et une planification réfléchie, nous pouvons construire un avenir radieux pour nos enfants. Nous avons tiré des leçons de l'expérience des autres pays et nous sommes prêts à guider l'Iran vers le progrès avec sagesse. Vous avez donc Bruno Retailleau qui a dit on peut reconnaître qu'il a mené une opération en leurrant tout le monde, une opération qu'il a peut-être décidée en contradiction avec sa base électorale, c'est ce que dit Bruno Retailleau et c'est intéressant. Et puis je vous avais dit le tweet de Bernard-Henri Lévy, c'est très intéressant parce que c'est un anti-trumpiste et pour avoir lu Bernard-Henri Lévy depuis des mois sur Trump, c'est la première fois que je le dis, peut-être la dernière, mais je le dis de tout mon cœur, merci Trump, merci pour Israël.
Vincent Hervouet, c'est intéressant d'écouter ces premières réactions. Je vous propose d'écouter Trump et Netanyahou, et après vous me dites si au fond ce qui s'est passé ce week-end est une bonne chose, ou si les conséquences qu'on peut aussi imaginer, le jour d'après, il faut penser au jour d'après, sont peut-être problématiques. Notre objectif était de détruire la capacité d'enrichissement nucléaire de l'Iran et de mettre un terme à la menace nucléaire posée par le premier État soutenant le terrorisme dans le monde. Ce soir, je peux annoncer au monde que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les installations essentielles d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. Félicitations au président Trump. Votre décision audacieuse de cibler les installations nucléaires iraniennes avec la puissance impressionnante et juste des États-Unis marquera l'histoire. Au fur et à mesure que les opérations s'enchaînent, Israël a accompli des choses vraiment étonnantes. Mais dans l'action de ce soir contre les installations nucléaires de l'Iran, l'Amérique s'est montrée véritablement sans égal. Elle a fait ce qu'aucun autre pays au monde ne pouvait faire. J'ai envie de dire, je suis un Français lambda. Bon. J'ai envie de dire merci Trump. Oui. Bon, est-ce que j'ai raison? Oui, tout à fait. L'Amérique est grande, again, pourrait-on dire, et vient de faire un coup qui était très risqué, et qui a été très réussi. Il l'a fait en plus avec ruse, ce qui est quelque chose de jubilatoire dans la dissimulation, dans la désinformation, il a roulé les Iraniens dans la farine, et c'est jubilatoire parce que ça fait 30 ans, en quelque sorte, que les mollahs mentent sur le sujet nucléaire et on se joue du monde entier. Et pour une fois, c'est eux qui ont été mis dans le fait accompli. Donc là, il y a quelque chose qui est... Donc il est très fort finalement, ce Trump, il est très malin. Alors, oui... Très stratège. Il n'est pas brut de décoffrage comme on le présente parfois. Il est imprévisible. Et cette imprévisibilité, c'est un atout stratégique, évidemment. Par ailleurs... Alors, on peut avoir des réserves sur les conséquences, on peut avoir des réserves même sur le... On ne connaît pas le bilan précis de ces bombardements. On ne sait pas si ça a été si efficace que ça. Là, il nous dit, j'ai détruit toutes les installations. Il y a au moins 20 sites connus. Il y en a 3 qui ont été frappés par les bombardiers. Il y en a une vingtaine au total en Iran. De plus ou de moindre importance, c'est vrai, mais quand même. On sait que les 400 kilos d'uranium enrichi ont sans doute été déplacés. Oui, il y a des camions, Les archives ont été éparpillées. Le personnel même nucléaire a été renvoyé dans les provinces, dans les familles, etc., mis à l'abri. Donc l'Iran garde une capacité. Ils vont recommencer. Il n'y a aucun doute qu'ils vont recommencer, en fait. Parce que c'est l'ADN de cette République islamique, depuis le début. Donc il faut attaquer le régime. Donc Emmanuel Macron n'a peut-être pas eu la bonne analyse. Il faut attaquer le régime et faire tomber le régime. Bien sûr. Vous ne ferez pas tomber le régime de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que il ne peut tomber que parce que c'est un pays de 100 millions d'habitants, voilà, 90 millions et quelques, et parce que c'est un pays qui justement est assez fier nationaliste et autres. Ça verra de l'intérieur. Oui, mais c'est l'extérieur est, comment dire, et non pas le prétexte, mais qui permet peut-être à l'intérieur d'avoir une... Non, mais l'Amérique est grande, tout le monde, on peut jubiler, l'opération est une réussite extraordinaire, c'est une opération, le général pourra en parler mieux que moi, mobilisant autant de force. Le marteau s'est vraiment écrasé sur le turban des mollahs. Et personne ne peut le déplorer. Au contraire, on se dit tant mieux. Il a fait sa part du sale boulot. Oui, mais pourquoi on ne le dit pas ? Alors, on va écouter. Il a fait sa part du sale boulot. Pourquoi Emmanuel Macron ne le dit pas comme ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'on est observateur, parce que l'Amérique est grande et la France est petite en ce moment. Oui, c'est pas vrai. C'est pas de l'observation, c'est de la lâcheté. Parce que la France est toute petite en ce moment. Parce qu'elle est systématiquement à contre-pied, à contre-temps. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Parce qu'il est sensible à vos arguments, j'imagine, il les entend, il y a sûrement une raison, moi j'essaie toujours de comprendre. Alors, et peut-être d'ailleurs y a-t-il des bons arguments ? Ah mais il y a d'excellents arguments pour dire qu'il faut l'équilibre, il faut me préserver, qu'il faut le dialogue, qu'on va y arriver par la diplomatie. Oui, mais là vous ironisez. Mais en fait, non, j'ironise pas. On peut le dire ça, mais pour que les mollahs s'assoient à la table pour discuter, et non pas pour palabrer à l'infini tout en continuant à enrichir l'uranium et à appauvrir leur peuple. Alors pourquoi ne le dit-il pas ? Pourquoi ne dit-il pas « faut taper » ? Maintenant, il faut discuter.
Mais Trump dit ça aussi, il faut discuter maintenant. Oui, mais c'est plus facile quand t'as tapé. Voilà, exactement. Une fois que vous avez montré votre force, vous pouvez discuter d'égal à égal, vous pouvez discuter avec les gens qui sont de mauvaise foi. Une fois que vous leur avez montré que vous ne vous laissez pas embobiner. D'accord. Mais maintenant, il faut aller au bout. Vous savez combien les Mollahs ont dépensé pour avoir leur mécano nucléaire? 2000 milliards de dollars ont été investis dans cette Pour rien, course puisque tout est au cassé. nucléaire. Mais c'est considérable pour un pays comme celui-là. Ça a bien sûr. ruiné le pays. Oui, bien sûr. Alors, le général Clermont, pardonnez-moi, j'ai des questions toujours sur... que je me pose, je ne sais pas si les uns et les autres se posent de la même manière. Alors, ces avions, paraît-il, ils valent 3 milliards, c'est bien ça? Ils valent 3 milliards parce qu'en fait, ils devaient en produire 180, ils en ont produit 21. Bon, donc il n'y en a que 21. Il n'y a que les Américains qui ont cet avion. C'est un avion unique de ce type-là, il n'y a que les Américains qui ont cet avion. Bon. Les bombes, la bombe GBU, il n'y a que les Américains. Il n'y a que les Américains qui ont la bombe GBU 57. Alors, expliquez-moi, l'avion, il est parti d'où? L'avion, il part de sa base permanente, le terrain de Whiteman, dans le Missouri, au plein milieu des États-Unis. Bon, et il va directement, il fait 17 heures de vol au-dessus de Téhéran. Oui, c'est la doctrine américaine. Ils ne veulent plus exploser la bombardier stratégique en les déployant dans le Pacifique parce qu'ils sont menacés par les systèmes chinois. Donc, ils apprennent à opérer depuis les États-Unis. Ils décollent et ils reviennent aux États-Unis. Paraît-il que cet avion, il n'est même pas repérable, comme un moineau. Alors, vrai ou pas? C'est un avion furtif des années 80. J'ai entendu ça. Il a la furtivité des années 80, c'est-à-dire qu'il est moins repérable, mais il reste malgré tout un peu repérable, si je peux me permettre. Combien de personnes sont dans cet avion? 2 pilotes. 2 pilotes. Bon. Donc, ils se relaient, j'imagine. Alors, ils s'organisent. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand la bombe, quand ils arrivent, sans doute, la bombe, elle est lâchée l'avion est au-dessus du site, sans doute. L'objectif, la bombe est programmée à proximité du site. C'est une bombe qui va planer, qui va accélérer, qui va passer en supersonique, qui va frapper très fort. Mais la cible, la bombe, chaque bombe, il y avait 12 bombes. Chaque bombe a touché une cible bien précise, avec une précision de l'ordre de 1 à 2 mètres. C'est précis quand même. Hein. Mais alors, ça, c'est fait comment? Le calcul est fait comment? La programmation est faite dans la préparation de mission aux États-Unis. Avant que l'avion décolle? Oui, les coordonnées de la bombe sont rentrées dans le système de calculateur. Lorsque les pilotes rentrent dans le domaine de la bombe, on ne peut pas le tirer trop loin non plus, il faut rentrer dans un domaine. Il faut rentrer dans le domaine, j'imagine. Va sur son objectif. Et ce qui est intéressant par rapport à Fordo, c'est que Fordo, c'est immense. C'est un site immense. Il se trouve que les Américains avaient le plan des installations. Donc, si vous mettez le plan des installations sur le site, sur l'image satellite de Fordo, vous le dessinez, vous allez voir des couloirs, vous allez voir des zones plus importantes. Les 12 bombes ont frappé à 1 mètre près au-dessus de chacun des couloirs et des accès de site de Fordo. Donc, c'est extrêmement précis. Quand il est au G7, il a déjà pris sa décision, Trump? Ah oui, c'est 3 semaines, paraît-il. Alors, Donc il embrouille. Donc en fait, l'image qu'on nous donne de Trump, c'est exact contraire. On nous le fait passer pour quelqu'un qui prend ses décisions au dernier moment. Il y a eu un... Non, mais c'est sidérant quand même, parce que en fait, la presse, une nouvelle fois, moi j'ai écouté les émissions à droite, à gauche, expliquaient que non, Trump va lâcher Netanyahou. En fait, les gens disent n'importe quoi. Non, ils disent pas n'importe quoi. Les gens disent ce qu'on leur fait croire. Oui. Là, ça a été une manœuvre de diversion, même de désinformation. Quand on nous expliquait qu'au Pentagone, ils se querellaient pour savoir si on pouvait percer le granit, quand on nous disait que 15 jours, les 2 semaines dont parlait Trump, c'était le temps pour faire venir le groupe aéronaval. Tout ça a été savamment distillé, la rumeur a été entretenue, et il y a une sorte de... En quelque sorte, il y a une transparence aujourd'hui du champ de bataille. J'entends. Attendez, il y a une transparence du champ de bataille qui est tout à fait nouvelle, mais il y a un véritable brouillard de la diplomatie. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment roulé dans la farine en faisant passer effectivement ce grand escogriffe de Trump pour quelqu'un d'imprévisible. Et il n'est pas du tout, parce que depuis 3 semaines, c'était prévu. Est-ce qu'Emmanuel Macron était prévenu? Alors, on nous dit que le président a été prévenu que l'opération a été en cours une fois qu'elle a été lancée. Bon, est-ce que d'autres ont été prévenus et pas nous? Est-ce que, par exemple, l'Allemagne a été prévenue? Est-ce que l'Italie a été prévenue? Personne n'est prévenu. Oui. Personne n'est prévenu, c'est une opération américano-américaine. Déguisée d'ailleurs en mise en place de bombardiers stratégiques dans la zone. Parce qu'on les voit tous décoller. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils ont une bombe à l'intérieur et qu'ils vont sur l'objectif et qu'ils ne se mettent pas simplement en place. Tout le monde a vu les décollages. C'est dans le mauvais sens. Je vous propose d'écouter Netanyahou. Dans le sens de l'objectif. Vous parliez, moi j'ai lu la presse ce matin, c'est extraordinaire la presse. Je m'interroge, on parle souvent de libération. Bon, libération sur 50 ans, c'est une œuvre d'art. Parce que de Phnom Penh jusqu'à... Bon. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit ce matin? Je vous assure, mais
Je pensais, pour tout vous dire, je pensais à Denis Oliven, parce que Denis Oliven, c'est le patron. C'est le patron de... Non, c'est plus ACMI, c'est pas ACMI. Bon, c'est le patron, moi, et puis vous connaissez sans doute des journalistes à Libération. Mathieu Pigasse, c'est un des fonds. Non, il n'est pas dans Libération, il n'est pas dans... C'est les Arocs, Mathieu. Bon, et Denis Oliven, il n'est pas un des patrons. Bon, moi, je pensais à lui. Voilà ce qu'écrit ce matin Libération, c'est vous dire, mais qui correspond à une... Pourquoi je le cite, Libération ? C'est pas tant qu'ils vendent beaucoup de papier, c'est que dans nos milieux, il y a beaucoup de gens qui sont sur la pensée de Libération. Il y a beaucoup de journalistes qui pensent comme ça. Voilà ce qui est écrit. C'est ainsi qu'une opération militaire trouvant son inspiration dans un versant biblique haineux débouche sur une déflagration aux accents messianiques évidents. Enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire que pour Libération renvoie dos à dos Trump et Khamenei au prétexte que ce sont deux dangereux fondamentalistes religieux, et le journal en prend pour preuve le discours de Trump où hier il remerciait Dieu. Ce qui en fait aux yeux du journal un journal un dangereux extrémiste. Mais il faut rire, Pascal. Mais non, parce que moi ça me fait pas rire, je veux dire pourquoi. C'est que il y a plein de gens dans nos milieux, je parle pas du public, il y a plein de journalistes qui pensent ça. Oui, mais c'est pas à cause de Libération, en fait. C'est tellement caricatural, c'est tellement... Mais Elisabeth Lévy. Même La Croix, je crois, ce matin, j'ai écouté la revue de presse de notre cher Olivier Delagarde, même La Croix était très réservée, et je suis comme vous étonné. Moi, je pensais que tout le monde allait se dire, le monde est de toute façon un peu plus sûr aujourd'hui qu'hier, quoi qu'il arrive, quelle que soit ensuite la suite. Eh bien non, c'est oulala, c'est dangereux, oulala, ça va être l'Irak, oulala, attention. En fait, vous avez parlé de la France tout à l'heure, on a l'impression qu'en Europe, quand même, la politique, c'est surtout de ne rien faire. C'est surtout de sortir de l'histoire. Mais au-delà de ça, moi, ce que je voudrais souligner, c'est que tous ces gens se trompent depuis 50 ans. Et quand je dis ça, oui, la pensée. Je vous rappelle que Michel Foucault a parlé de Khomeini en disant c'est un saint homme. Mais c'est Giscard qui l'a renvoyé. C'est la droite et la gauche étaient assez d'accord. Oui, d'accord. Ils n'aimaient pas le chat, ils n'aimaient pas la SAVAK. On ne connaissait qu'un service de renseignement, c'était la SAVAK qui était l'abomination de la désolation. Aujourd'hui, je veux dire, les Iraniens, ça les fait rigoler. La croix, c'est celui qui le lit, qui la porte. Ça, on le sait depuis très longtemps. D'une part, la presse est souvent trompée, ça on le sait aussi. Et c'est malheureux à dire, mais c'est pour ça qu'on fait du journalisme aussi, peut-être, pour pouvoir se tromper. Oui, enfin, écoutez, franchement, je répète, quand je lis dans un journal français, a priori sérieux, que c'est une opération militaire trouvant son inspiration dans un versant biblique haineux débouche sur une déflagration aux accents messianiques évidents. D'ailleurs, on parlera également de M. Boniface qui est sur cette ligne-là. Monsieur Boniface. En fait, ces gens... Non mais ça pose un vrai problème parce qu'on serait attaqué. Ils seraient dans quel camp, tous ces gens ? Je vous assure, moi, ça me pose un vrai problème. La gauche molla. En fait, les Américains viendraient... Plein pouvoir, les Américains viendraient nous aider alors qu'on est en difficulté. Ils refuseraient l'aide américaine ? Non, je vous assure, moi, je suis très inquiet de ces gens-là. Alors, c'est pas grave parce qu'ils sont inoffensifs. Ce sont des clowns qui écrivent leur petit journal dans un coin. Pour leurs clowns. Ça leur mord le cœur. Ils font des clowneries. Mais c'est pas très grave, parce qu'ils n'ont pas d'influence. Mais dans des temps troublés, le type qui a écrit ça, dans un temps troublé, il fait quoi ? Ils n'ont pas d'influence, vous l'avez dit vous-même. En fait, dans un temps troublé. Mais je vous rejoins, ils ont un peu d'influence quand même. Moi, je vous assure. L'anti-Trumpisme est une sorte d'idéologie de substitution et d'une sorte de Bernard Lévy, il est plus intelligent que ça. On le déteste, on le méprise, on le ridiculise, on le raille. Là, Trump vient de restaurer une sorte de grandeur, en tout cas la force de l'Amérique. Il vient de faire oublier la fuite éperdue de Kaboul, qui était quand même minable sous Biden. Il vient de faire oublier le lâchage de l'Irak, le chaos en Libye, etc. Et donc, évidemment, ça les dérange. Oui, mais tu peux être honnête intellectuellement. Oui, moi, je me dis, je crois que ce qui se passe en Iran, vous parliez de l'Irak, du précédent en Afghanistan, en Libye, en Syrie. Je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment inédit, et à ma connaissance, peut-être même inédit dans l'histoire des empires. C'est qu'en fait, l'Iran est en train, n'allons pas plus vite que la musique, on ne sait pas si le régime va tomber, mais en tout cas est gravement affaibli, décapité, non pas par son talon d'Achille, mais par les deux éléments de sa puissance. Ce qui a perdu l'Iran, c'est d'une part les proxys, et c'est de l'autre son programme nucléaire. C'est-à-dire que Khamenei, le guide suprême actuel, quand il est arrivé au pouvoir,
il avait une doctrine qui consistait à dire, pour rendre le territoire iranien inviolable, il faut et pour éviter la répétition du traumatisme de la guerre avec l'Irak, il faut qu'il y ait le nucléaire. C'est ça qu'il a perdu, parce que ça a fait que c'était l'obsession de Netanyahou contre le nucléaire iranien et de l'Amérique aujourd'hui. Deuxièmement, créer un glacis de proxy qui allait le protéger. Et ce sont les proxys qui ont perdu l'Iran, puisque quand Sinwar déclenche le 7 octobre, en fait, il crée cet effet domino qui fait tomber un empire. Je n'ai pas de cas dans ma tête de précédent d'un empire qui tombe, non pas à cause de son talon d'Achille, mais à cause de ses muscles. Je pense à un, mais bon, je le garde pour moi. Mais analyse subtile, en tout cas. À propos de Libé. Oui. On pense à la même. Oui, oui. Ah oui, quand même. Ah oui. Allez, non, à propos de Libé. Ensemble. À propos de... Après le gong. En deux mots, très vite. Si vous avez 2 mots. Gloire aux Américains. Isabelle. Pardon, désolé. 6 juin 44, 22 juin 2025. Ils nous ont sauvés pour la 2e fois.